Dans le podcast cette semaine, c'est Oldies but Goldies. Nous discutons de bons vieux jeux qu'on aime avec Penelope Gaming. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour un nouvel épisode de Oldies but Goldies. Et qui dit Oldies but Goldies dit Penelope Retro Gaming. Ah putain, j'adore. Je vais tellement le garder. Il faudrait que je fasse une émission qui s'appelle Penelope Retro Gaming. J'arrive même pas à le... C'est difficile à dire. Du coup, on le gardera pas. Salut Paul Gara, salut tout le monde qui écoutait. Bon, comment tu vas ? Bien. Période, comme toi-même tu sais, tendue de mon côté, puisque là, c'est janvier. Alors, pour les gens, c'est la douce reprise. Pour moi, c'est le cœur de la meule. Parce que là, on est vraiment... Dans 3 jours, je vais aux délibérations de l'Asdor. Donc, quand vous entendrez ce podcast, ça sera déjà publié depuis longtemps. Écoute, je pense qu'il y aura la shortlist qui sera sortie. Ouais. Mais on n'aura pas encore le résultat final, cool. puisque normalement, ce sera diffusé en février. Écoute, donc, super. Voilà. Mais donc voilà, sachez qu'on est juste avant ce moment-là et c'est toujours un petit moment de tension. Ouais, bah oui, bien sûr, c'est normal. On a du stress. Ouais, puis c'est la dernière ligne droite, quoi, faite d'une année bien remplie. Puis il y a des fois, tu sais, tu as une idée. Enfin, je veux pas dire que j'ai une idée de ce qui va sortir, mais on se fait un peu des films. Là, j'avoue, j'y vais presque en mode curieuse, en mode mais qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Voilà, donc c'est toujours assez chouette quand même à vivre, donc mais stressant. Là, c'est bien, c'est que pour cette émission, on n'a pas trop les mêmes enjeux parce qu'on va parler de vieux jeux. Oh, c'est super. Et la dernière fois, tu m'avais dit, oui, j'avais un peu triché, j'étais sur du 2015 et tout. Et là, tu vois, t'as creusé dans j'ai été chercher des trucs. T'as creusé dans les tombes. Pas plus vieux que moi, mais il y en a un qui est plus vieux que toi. Parce qu'on a un petit écart d'âge quand même. Léger. Léger. Très léger. Tu vas voir qu'il y a un des jeux que j'ai choisi, moi, il va s'intercaler pile entre nous. Il y en a un des jeux que j'ai choisi qui s'intercale pile de ma naissance. Hein, donc oui, on a du oldies là. Ouais, on a vraiment, voilà. Tu veux ouvrir le bal ? Cette fois-ci, je t'en prie. Allez. Alors moi, j'ai choisi 3 jeux parce qu'en fait, c'est un peu une thématique commune. Et je les ai découverts l'année dernière. Et c'est des jeux auxquels je pense que dans un monde normal, vous allez comprendre pourquoi, je n'y aurais probablement jamais joué, mais j'ai eu l'opportunité de les découvrir avec surtout des gens qui connaissaient les règles. Et c'est un énorme plus. Le premier jeu dont je vais parler, c'est The Republic of Rome, ou bien sûr c'est beaucoup plus joli de le dire, Respublica Romana. Ah, alors ouais. Oui, je le confonds peut-être avec un petit jeu qui s'appelle Respublica, donc c'est pas celui-là, j'imagine. Non, ça c'est un jeu de 1990. C'est un jeu, donc les designers c'est Richard Berthold, Don Greenwood et Robert Hens. C'est un jeu qui est sorti chez Avalon Hill et qui en français est sorti chez Jeux des Cartes. Alors, il me semble avoir vu une nouvelle édition qui devrait revenir, mais je ne sais pas trop. Il me semble qu'elle était annoncée à Essen, mais j'en ai pas retrouvé trace depuis. Donc, Respublica Romana, c'est un peu ce genre de jeu qui est d'une autre époque. Je vois un poids de 4,37 sur BGG. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que c'est pas le genre de jeu auquel 300 minutes. Tu vas te... Alors 300 minutes, ça c'est très optimiste. En vrai, c'est beaucoup plus que ça. Je pense qu'on est plus dans les 600 minutes. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est pour ça que c'est... Donc, il y a la durée, la complexité, les règles, le fait que le jeu est pas... Enfin, quand même... Enfin, il faut se le procurer ou il faut que quelqu'un l'ait. Et il faut trouver des gens qui ont... Et tu peux pas y jouer à 2, donc forcément, il faut être au moins 5-6 pour que ce soit fun. Les meilleures configurations pour ce genre. Donc, c'est un jeu, tu vois, il y a beaucoup d'embûches pour y jouer. Donc, Respublica Romana, en gros, le pitch, c'est un jeu dans lequel on va incarner des chefs de faction qui regroupent des sénateurs romains, qui ont pour but donc de faire en sorte que la République romaine survive, ne s'effondre pas, tout en étant quand même, amené à essayer de tirer son épingle du jeu en ayant le plus d'influence. On est romain ou on n'est pas romain ? Sur le Sénat romain. C'est un jeu qui est assez mythique, je pense, pour les personnes qui jouent depuis longtemps, parce que c'est un jeu qui a au croisement de plein de types de jeux différents. On va le voir, puisqu'il y a une partie un peu coopérative, puisque il faut pas que Rome s'effondre, et ça on doit œuvrer pour cela de façon en commune, en se concertant, en prenant les bonnes décisions, notamment pour la gestion des guerres.
C'est un jeu qui est fortement quand même inspiré du wargame parce qu'on y retrouve cette idée d'avoir un jeu très simulationniste, c'est-à-dire simulationniste dans le cadre historique qu'il utilise. Et il y a d'ailleurs un des auteurs qui est Richard Berthold, qui est lui prof d'histoire antique en fait, notamment. Alors il a même sorti des livres sur la Grèce antique, etc. Et aussi avec donc ce réalisme historique qui est très, très assumé et la volonté de retranscrire dans les mécaniques de jeu, forcément j'ai envie de dire la réalité, mais non, c'est pas ça, on est forcément loin, mais une espèce de réalité de prise de décision et de fonctionnement de l'appareil, j'allais dire étatique, mais c'est pas de la République romaine en fait, comment fonctionnait les prises de décision, etc. Génial. On va retrouver aussi ce qu'on retrouve beaucoup dans ces jeux-là, c'est-à-dire que toutes les phases de jeu sont extrêmement scriptées. Avec un nombre de micro-règles impossibles qui fait que la complexité du jeu, elle vient vraiment de là, parce qu'en soi, les phases de jeu pures sont pas très compliquées, mais être sûr de ne rien louper dans le déroulé, que les votes, les cartes soient bien jouées au bon moment, etc. etc. Et bon, les cartes sont écrites très petites. J'imagine qu'il y a une grande part de bluff dans ce genre de jeu. Alors en fait, c'est plus que du bluff, ça va être beaucoup de manipulation. Ouais. Parce qu'en réalité, donc il y a 6 heures de manipulation, t'es épuisé, en fait, tu ressors de là, t'es mort. 10 heures à peu près pour une partie. Il y a plusieurs types de scénarios possibles jouables en fonction de ce que tu veux. En réalité, la durée de partie, tu peux la moduler en fonction du deck de cartes que tu vas mettre, qu'on pioche à chaque tour. Et tu peux décider de mettre moins de cartes pour forcément que la carte de fin de partie arrive beaucoup plus tôt. Ce qui est aussi un moyen, si tu es pas prêt à partir tout de suite sur les 10 heures, mais de faire un premier échauffement, quoi. Le jeu est ultra subtil en fait. C'est vraiment un jeu parce que tu vas dire c'est scripté, on suit les étapes les unes après les autres. Mais à chaque fois qu'on est dans une étape de jeu, là il va y avoir des phases de négociation, va y avoir des phases d'alliance, de mensonges, de manipulation des autres. Les alliances vont se faire et se défaire. Et il y a beaucoup de métagame qui va s'instaurer. Il y a des moments très violents humainement parce qu'il y a toute une partie de phase où on va avoir le choix du consul et du vice-consul avec des phases de vote qui vont dépendre de l'influence que tu as. Avoir beaucoup d'influence, ça veut dire aussi que tu seras probablement la personne à abattre dans les tours suivants. Celui qui va aller faire la guerre, il faut qu'il soit bon en militaire, mais s'il la gagne, il va revenir avec beaucoup d'influence également. On a la possibilité de se rebeller contre Rome. En fait, c'est vraiment ce genre de jeu où quand tu lis le descriptif, tu te dis c'est pas si compliqué, mais alors après, bien joué, ça c'est une autre paire de manches. Ouais. Et tu donnes beaucoup de toi-même en fait. Il y a beaucoup d'émotions qui sont forcément aussi tes émotions personnelles qui vont rentrer en ligne de compte. Et moi j'ai eu la chance d'y jouer donc avec des personnes qui connaissaient, donc il y avait deux joueurs autour de la table qui connaissaient très bien le jeu. On a fait plusieurs parties avec le même groupe. Donc en plus entre chaque partie, on a du metagame supplémentaire lié à notre groupe qui s'est infiltré en fait dans le jeu et qui font que de fait, tu sais très bien que la personne qui te dit que là elle va viens, je te donne où on t'est pro-consul, vice-consul avec moi, etc. Tu sais très bien que la partie d'avant elle t'a fait un méga sale coup et qu'il faut quand même que tu te méfies de cette personne impérativement autour de la table. Il y a beaucoup de petites choses à gérer. Et alors on est proche du jeu de rôle quand on t'écoute. Il y a, en fait, c'était un jeu c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une grosse part de roleplay et on le ressent parce que très vite, on s'empare de qui on est. On fait des blagues, forcément, avec les noms de famille. Évidemment. Type Astérix, forcément, tu vois. J'adore. On a des moments où, parce que tu as toujours un moment où tu dois faire à la fin d'un round de jeu, un tour de jeu, ça peut être 1h30, selon si on a eu du mal à se mettre d'accord sur certaines répartitions de provinces ou certaines répartitions. Mais le système central du jeu, il repose sur quoi ? Parce que c'est rigolo, quand je t'écoute, ça me fait penser à un jeu auquel j'ai joué récemment qui s'appelle Cicéron, qui serait la version ultra allégée de ce que tu es en train de raconter, sauf qu'ils ont tout fait reposer sur un système de pose d'ouvriers et de pioche de cartes qui pour moi ne fonctionne pas parce que du coup c'est très très hasardeux. Non. Donc là, ce que j'essaye de voir, c'est sur quel système ça repose pour arriver justement à négocier. Qu'est-ce que tu négocies des cartes ? En fait, tu négocies déjà le choix du consul et du vice-consul. À la fin des deux consuls, il y a celui qui reste à Rome, celui qui sera le consul un peu plus militaire. Une fois, donc ceux-là, ils vont gagner de l'influence à ce moment-là. Enfin, ils gagnent en influence. Déjà, rien que d'être élu. Ensuite,
Là, c'est le truc qui est terrible, c'est qu'on va élire un censeur. Le censeur est censé faire la guerre aux gens corrompus, aux sénateurs corrompus. Mais en fait, il y a une mécanique dans le jeu qui fait que très vite, t'es amené à être corrompu. Donc, elle est un peu piquée dans les caisses des provinces que tu administres ou des concessions que tu as. Et là, c'est là que ça devient vraiment très, très violent parce que forcément, on va faire des procès contre ceux qu'on estime les plus dangereux de nos adversaires. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup d'alliances qui vont se faire, de coups. Et donc, et après, il y a beaucoup de jets de dés aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se résoudre au dés. Alors, j'ai plus en tête tout le scriptage. Et donc, parfois, tu peux t'en sortir, mais tu peux aussi jouer des cartes d'assassinat pour assassiner le censeur qui est en train de te faire un procès. Donc, il y a toute cette phase-là. Ensuite, on va avoir une phase on a aussi le moyen de recruter des chevaliers, des gens dans nos factions pour augmenter notre influence, etc. On peut payer de l'argent pour organiser des jeux du cirque et avoir plus de popularité. On peut donner de l'argent pour, à Rome, faire des sortes de dons aussi pour gagner en influence. Et ensuite, on va gérer des guerres. On va tirer des événements, des cartes, en fait, qui vont nous générer potentiellement qui vont faire des événements, ou bien des événements aléatoires qu'on jette au dé, qu'on va tirer au dé. Et ensuite, il va falloir répartir les concessions, les nouvelles provinces à gérer. Donc là, c'est un vrai... on est dans le marchandage le plus terrible. C'est beaucoup de blabla. Hein. C'est beaucoup de... En fait, c'est de la négociation. Et après, on va discuter de comment on résout les guerres qui reviennent. Il y a des guerres contre la République romaine qui reviennent tout le temps. Et là, c'est un peu... On va se mettre ensemble pour essayer de définir une stratégie militaire. Avec le fait qu'on joue... Beaucoup de choses se résolvent au dé. Donc, une énorme part d'aléatoire, quoi. Mais le cœur du jeu, en fait, ce n'est que de la discussion. Que de la discussion. C'est ça qui est intéressant. De l'intimidation. Je serais nulle à ça. Je pourrais jamais jouer à ce jeu, mais pour moi, ça a l'air assez passionnant. Moi, c'est des jeux qui sont très difficiles pour moi parce que je pense que je suis meilleure à faire ça dans la vraie vie que en jeu. Comme il n'y a pas d'enjeu, j'ai du mal à me dépasser, tu vois ce que je veux dire. On dit souvent que dans le jeu, tu pourrais explorer des choses mais en fait, il n'y a pas d'enjeu. La République romaine ne va pas s'effondrer. Et en vrai, je suis la dernière, même si mon sénateur est pendu parce qu'il a, ou je ne sais pas, ou tué dans l'arène parce qu'il a piqué dans les caisses, en vrai, c'est faux. Donc, moi, j'arrive pas à m'impliquer émotionnellement. Je comprends. Alors que dans la vraie vie, je sais pas, c'est un truc con, mais si c'était la vie de mes enfants, mais je pense que je pourrais... Casser des murs, voilà. Mais c'est vraiment une expérience. Je pense que c'est un jeu. Souvent, quand on en parle, ceux qui ont déjà joué, ils en ont des souvenirs parce qu'à une époque, c'était un jeu qui était sûrement probablement beaucoup plus joué, qui ne correspond plus aux standards actuels. Oui, bien sûr. Ça a l'air très singulier en tout cas. Ouais. Et alors le truc c'est qu'il faut y jouer quand même, il faut avoir quelqu'un qui quand même maîtrise un peu les règles. Et même quand tu les maîtrises, t'es pas à l'abri de te planter, voilà. Mais c'est une expérience assez folle, quoi. Ouais, le genre de jeu qui me séduit sur son thème et sur ce que ça raconte et qui me terrifie à la fois parce que c'est vrai que tu te dis, je m'embarque sur 6 heures. Pour peu que t'en aies dans le groupe, qui sont des stratèges et des gens qui lâchent rien, moi, je vais être rapidement celle qui dit, oh, allez, c'est bon, prends-le, ton morceau de... Alors, je pense que toi, en plus, toi qui aimes beaucoup l'histoire, il y a ce côté aussi volonté de réalisme politique. Mais là, ce qui me plaît, c'est que quand je t'écoute, on sent le hasard n'intervient que dans les dés pour certains. Et dans les cartes que tu pioches. Et en fait, ça permet aussi d'avoir des parties où tu peux te retrouver, ça fait 20 minutes. Nous, on a eu le cas, une partie qu'on a arrêtée au bout d'1h15, où en 1h15, on avait foutu en l'air la République romaine. Mais non. On a tiré toute la configuration de tout ce qui s'est passé. Bravo. Une catastrophe. Bravo. Et on s'est regardé, on était là, on dit, on va recommencer une nouvelle partie, du coup. Tout quoi, mes filles. Voilà, donc voilà. Donc, mais c'est vraiment un jeu, c'est le genre de jeu dans lequel tu peux pas te lancer comme ça, avec un groupe où personne n'a joué. C'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît déjà le jeu, parce que ça vaut quand même le coup d'être expérimenté une fois dans sa vie. En fait, ce que j'aime bien sur ces jeux-là, quand on t'écoute, c'est que c'est une époque où on a affaire à des passionnés, plus qu'à des auteurs de jeux. Hein. On voit un des auteurs, c'est son seul jeu et il est historien de l'Antiquité. Donc voilà, c'est ça, exactement. Et c'est des passionnés qui se lancent sans avoir trop de repères, de bornes, de ce qui est bien à produire pour être vendu, de ce qui est bien... Alors, il y avait un autre auteur qui était vraiment un auteur de wargame, dedans, dans le lot. Mais je pense que c'est celui qui est
plus, qui a fait beaucoup de jeux, c'est Don Greenwood. Ouais. Lui, il a beaucoup plus de Ouais, je vois ça. de bouteilles. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est pas forcément. C'est plutôt ce côté. On a envie d'aller au bout de quelque chose. Exactement. Donc on pousse tous les curseurs à leur maximum. Exactement. On a envie de faire un jeu simulationniste, hyper réaliste, avec des émotions fortes, qui dure 10 heures. Qui va acheter ça aujourd'hui ? Personne. Sur un thème très niche. C'est des jeux qui sont niches à fond, mais c'est une époque où on s'en fichait un peu parce qu'on savait que de toute façon... c'était pour une niche de joueurs et il y avait vraiment que du passionné qui faisait des jeux pour des passionnés, et c'est ça que j'aime bien dans ce que ça raconte, ces jeux-là, c'est que tu te dis, oui, on est dans une époque où on se permet d'aller très loin et très au bout, donc on a envie d'essayer ces jeux-là pour voir comment ça se passe, et ça a l'air... Et tu ressors exténué, hein. Oui, non, mais ça, j'en doute. Déjà qu'une partie de Trône de Fer de 6 heures ou un Twilight Imperium, ça te pompe toute ton énergie, mais là, je pense que c'est terrifiant. Oui. T'imagines, enfin, pour moi, 10 heures de négociation, oui. Vraiment, moi, je crève. T'as gagné non, je crois... je crois qu'il y a eu une partie, on était ex-aequo. Plusieurs. Ouais, j'en ai fait... t'en as perdu une en 1h30, pardon. On en a fait 4 en tout. Et sur les 4, il y en a une où on a terminé ex-aequo avec un autre joueur. Ok, très bien. 1990. 1990. Alors, toi, vas-y. Alors, je ne sais pas par lequel je commence. Je vais commencer. Allez, on va dire que je vais aller à l'opposé complet de ce que tu as traité en premier. Moi, j'ai mon thème, j'en ai pas, puisque tu m'as vu, j'ai choisi les jeux à la dernière minute. Et donc, le point commun entre les jeux dont je vais parler aujourd'hui, c'est que c'est des jeux que j'aime beaucoup. Énormément, et que j'ai facilement en mémoire. C'est des jeux que j'ai beaucoup joué, beaucoup rejoué, et qui sont facilement dans un top 50 de façon éternelle, pour des raisons soit sentimentales aussi, hein, ça compte, mais soit de qualité de jeu. Le premier jeu dont je vais parler, c'est Disque-Monde Ankh-Morpork, qui n'est pas si vieux que ça parce qu'il date de 2011, mais qui commence à avoir un âge vénérable. Il a 15 ans. Il a surtout la particularité d'être tout à fait introuvable. Tout à fait hors de prix maintenant quand on en cherche une copie, parce qu'il a une assez bonne réputation, et surtout il ne sera plus jamais édité, car en fait Disque-Monde Ankh-Morpork se base sur l'univers de Terry Pratchett, qui est l'écrivain britannique de la fin du siècle dernier, qui est mort assez récemment, c'est en 2016, je crois. Et en fait, ces ayants droit aujourd'hui ne souhaitent pas. Moi, alors j'ai jamais compris, je ne sais pas en détail, mais effectivement, moi, ce que j'avais compris, c'est que les ayants droit n'ont jamais donné de go pour faire un reprint du jeu. Moi, je savais qu'il y avait un problème de reprint sur comme Battlestar Galactica d'ailleurs, qui ne sera jamais refait dans cette configuration, et c'est pour ça que le jeu a été ressorti. Il y a quelques années, peut-être 5 ans, avec une nouvelle thématisation, Nanty Narking, qui se passe dans un Londres du 19e. Oui, ils ont essayé de rester parce que c'est un auteur britannique, on est à Londres, parce que il y a quelque chose d'un peu commun dans l'univers, mais ça n'a quand même strictement rien à voir. L'univers de Disque-Monde, c'est donc Terry Pratchett, c'est un univers fantasy principalement humoristique. Je suis un peu comme toi, j'ai essayé de les lire, moi ça n'a pas pris au niveau du style. Par contre, j'ai pu jouer moi aux jeux vidéo avant, j'ai un peu découvert l'univers par les jeux vidéo et aussi en lisant un peu en diagonale, et c'est un peu, je vais dire un truc qui va pas plaire à plein de gens, mais pour moi c'est des gens où l'univers compte plus que le style littéraire, un peu à la façon d'un Trône de Fer ou d'un Seigneur des Anneaux. Attention. Oui, voilà. Moi, c'est pas des livres dans lesquels j'aime me plonger pour les lire, mais j'adore l'univers qu'ils ont su inventer, qu'ils ont su créer. Et l'univers de Disque-Monde, il est hilarant. Donc c'est un univers qui a beaucoup inspiré d'ailleurs Harry Potter, où c'est de la sorcellerie, mais de la sorcellerie farfelue, avec un sorcier qui est complètement nul, dans un monde qui est une satire de notre époque. Le premier livre, moi j'avais commencé à le lire, c'est vraiment ce personnage qui arrive, qui est le premier touriste de l'histoire, dans un monde qui est dégueu, hein, où tout le monde se tape sur la gueule dans des tavernes, où il y a vraiment tout le monde est corrompu, tout le monde est chaotique, et lui il arrive avec son petit appareil photo, alors que le monde est plutôt médiéval, mais il a un appareil photo, donc voilà, et il vient et il propose des assurances à tout le monde parce que c'est son métier, il fait des assurances, et les gens font mais c'est quoi les assurances, et ça c'est une satire de l'époque, et en ça c'est très important de le savoir pour le jeu, parce que le
le jeu a voulu refléter l'univers de Disque-Monde dans son gameplay qui est lui-même extrêmement chaotique. Alors c'est un jeu de 2011 de Martin Wallace qui est un auteur que moi j'aime beaucoup, que je sais qu'on est nombreux à bien aimer. Je crois que toi c'est... En fait moi je trouve que Martin Wallace a deux facettes, la facette Disque-Monde, la facette Study in Emerald ou même London sont des jeux que j'aime beaucoup et en revanche je n'aime pas du tout Brass et je n'ai pas spécialement aimé Age of Steam. Donc je crois que j'aime bien sa partie, je trouve qu'il a vraiment deux personnalités. C'est des jeux ultra bizarres, en fait, parce que Study in Emerald où tu peux arrêter la partie d'un coup comme ça. London, excellent. Et voilà, et London qui est un jeu très violent et tout. Ces jeux-là, je les aime beaucoup et en revanche, j'aime moins un peu l'Eurogame connu comme Brass. Il a les jeux à deux trains, quoi, les jeux de réseau. Moi, j'adore ça. Donc, mais moi, j'aime bien ça, mais je n'ai pas aimé Brass. Eh bien, écoute, et pourtant, on a dit des choses choquantes dans ça. On dit ne nous tuez pas. Parce que parfois, les gens qui sont ultra fans de Brass, ils m'énervent. Non, mais ça, je peux comprendre. Je peux comprendre. J'aime bien faire un peu de provoque. Bon, moi, j'adore Brass, mais je vais pas trop la ramener. Et donc, en fait, donc de Martin Wallace, et ils ont vraiment pris le parti de faire un jeu. Donc, le jeu se passe à Ankh-Morpork. D'ailleurs, le plateau de jeu que je trouve absolument magnifique. Et d'ailleurs, tout le jeu est absolument magnifique. Chaque carte, c'est des illustrations, je vais le citer, de Paul Kidby, et en fait c'est l'illustrateur officiel de Terry Pratchett de tous ses livres depuis 2001. Avant c'était un autre illustrateur et en fait ils se sont relayés, ils ont souvent été confondus parce que l'autre s'appelait George Kirby et Paul Kidby, donc c'est hyper drôle, on est très proches au niveau des noms, mais vraiment c'est un peu comme dans justement certaines illustrations du Seigneur des Anneaux qui sont de John Howe. Voilà, ça participe énormément à l'adhésion au jeu. C'est pour ça que moi Nankin, c'est bien mignon, mais oui, ça ne restitue pas la même atmosphère, clairement. Là, on m'a retiré les illustrations de Paul Kidby avec ce très humoristique, très typé, très à la fois reconnaissable, coloré et sombre en même temps, où on a cette fameuse, donc l'univers de Disque-Monde, c'est une tortue qui porte sur son dos, c'est un éléphant, je crois que c'est une tortue qui a des éléphants, 4 éléphants, et un disque sur ces 4 éléphants, et c'est le monde qui est un peu... Et ce monde est foutraque, ce monde c'est n'importe quoi. Et donc le jeu, c'est un jeu foutraque de n'importe quoi, avec 130 cartes uniques, un plateau qui représente la ville d'Ankh-Morpork, qui est une ville de chaos, avec différents quartiers. Et en fait, au début de la partie, vous allez choisir une carte de personnage. Et chaque personnage, qui sont des personnages... Alors, toutes les cartes sont différentes et représentent toutes des personnages du livre, ou des moments ou des lieux mythiques de toutes les annales du Disque-Monde. Et en fait, vous allez avoir un objectif différent en fonction de qui vous êtes, et les objectifs sont très différents. Oui, c'est des manières de gagner. En fait, c'est ça qui est assez fort, c'est qu'on a tous ou toute une manière de gagner différente. Complètement asymétrique à ce niveau-là, alors que les actions sont les mêmes pour tout le monde. Parce qu'après, c'est du card-driven, non ? C'est du card-driven. On pourrait même dire que c'est... on pourrait se dire, putain, qu'est-ce que c'est hasardeux, parce que vraiment, on pioche des cartes, on va jouer les cartes, on va appliquer ce qu'il y a dessus. C'est complètement chaotique. Mais le chaos est un peu... Alors, effectivement, à votre tour, vous allez avoir des cartes que vous allez piocher, vous en avez toujours 5 en main, et vous jouez une carte et vous appliquez ses effets. Et ces effets, ils sont simples. Vous avez différents quartiers, vous allez pouvoir placer des agents, construire des bâtiments, assassiner d'autres personnages, retirer des jetons KO, parce que dès qu'il y a deux agents d'un même type dans un quartier, ou je sais plus c'est combien, mais je crois que c'est dès que vous entrez dans un quartier et qu'il y a déjà quelqu'un d'autre, ça crée du chaos, parce que en fait, dans cette ville, tout le monde se met sur la figure tout le temps, tout le monde les bagarres sont monnaie courante. Donc vous allez avoir la possibilité de retirer des jetons KO, de prendre de l'argent à la banque, d'avoir des événements ou de jouer ou de rejouer, tout simplement. Et les actions sont les mêmes et sont toutes, réparties différemment sur les cartes. Parfois, il y a des petites actions en fait particulières, spéciales, spécifiques à chaque carte. À ce moment-là, c'est écrit dans un texte, mais c'est relativement hasardeux. Vous allez tirer des cartes, vous allez jouer des cartes et vous allez avancer vers votre objectif. Ce qui fait que le jeu est moins chaotique. Et là où le jeu est très très malin, c'est que on ne sait pas quel est votre personnage et vous allez devoir bluffer parce qu'en fait, il y a pas un nombre infini d'objectifs différents par personnage. En gros, les personnages vont avoir comme objectif soit d'arriver à contrôler un certain nombre de quartiers. Oui, c'est de la majorité. Après, voilà, c'est un jeu de contrôle de territoire. Ça va être ça. Un autre personnage, ça va être, il va falloir qu'il arrive à récolter $50.
Un autre personnage, ça va être que personne ne gagne avant que la pioche soit finie. Oui, donc c'est très différent. Ça, j'adore. Il est très marrant, ce personnage. Un autre personnage, ça va être de gagner si on a réussi à se disperser dans un certain nombre de quartiers, même si on n'a pas le contrôle. Et en fait, ce qui est rigolo dans eux, c'est qu'on va vite repérer qui essaye de faire quoi. Et tout le jeu tient là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est du hasard, mais quand on commence à être un peu trop obvious sur ce qu'on est en train de faire, et que, par exemple, je commence à prendre de l'argent à tous les tours, très rapidement, on va se dire « Oh, bah, elle essaye d'atteindre l'objectif de l'argent. » Donc, si on est trop clair dans notre jeu, on va se faire contrer très vite et on a peu de chances de gagner. Donc, tout le jeu, ça va être d'avancer de façon discrète, de faire des actions certes faciles, mais voilà, le plus discrètement, le plus fourbement possible. Parfois, il peut y avoir... Mais ce qui est assez génial, c'est quand on cache bien son jeu et qu'à un moment, on dit « Bon, bah, j'ai gagné ». Ouais. Et que personne ne l'a vu venir. Ça. Parce que oui, on a le contrôle sur les 7 terrains. Et en fait, on pensait que vous étiez sur l'objectif de fin de partie ou l'objectif d'argent ou l'objectif de dispersement. Il y en a un, il a l'objectif de foutre le chaos partout aussi. Hein. Il doit mettre 8 jetons chaos partout. Et que si vous arrivez à faire croire que vous êtes en train de faire autre chose et que d'un coup, vous gagnez sur... non. Et oui, le jeu est chaotique, mais c'est cohérent avec l'univers. C'est drôle, c'est plein d'humour. Il y a des cartes qui sont complètement pétées. Il y en a une, il n'y a rien écrit dessus. Elle est juste là pour vous pourrir votre main. Vous allez avoir... Oui, il y a un petit côté « prends ça dans ta gueule ». Oui, c'est un peu gratuit. Oui, mais c'est assumé complètement. C'est élégant. Et ce côté de bluff et de... Un peu de guessing aussi. De guessing, où j'essaye de deviner ce que tu es en train de faire, enlève le côté trop hasardeux du jeu et lui donne cette sensation de contrôle. On n'a pas l'impression tant que ça de subir. On a plus l'impression de bien gérer notre pioche et d'essayer de le mieux possible gérer nos actions dans notre main. Moi, j'adore Disque Monde parce que c'est très simple, ça s'explique. C'est la règle, elle tient en 2-3 pages. C'est merveilleusement illustré, c'est assez unique en son genre. C'est fun. Qu'est-ce que j'ai pu rigoler avec ce jeu ? Et puis voilà, c'est sentimental aussi parce que c'est des univers qui sont parlants et qui sont palpables pour qui vous emmènent vraiment dans autre chose. Et moi, j'adore Disque Monde. J'ai pas du tout joué à 19 Arcane, mais je suis pas attirée, j'avoue, ça me... la rethématisation est pas mal en elle-même, mais c'est sûr que forcément, ça se conçoit plus dans la cohérence avec l'univers, ce qu'on y fait en fait. Ouais, puis est-ce qu'on n'a pas perdu quand même une part de l'humour qui justifie le chaos, quoi. Ouais. C'est parce que le chaos c'est rigolo, mais quand faut que ça soit rigolo pour que ça soit rigolo, parce que sinon c'est juste chaotique. Et voilà, donc si vous n'avez jamais joué à Disque Monde, je vous le recommande chaudement, même si je sais qu'il est introuvable. Et moi je suis très contente parce que j'ai trouvé une copie, donc j'en ai un. C'est un de mes précieux. Et j'en profite pour faire un big up à ma copine Elodie, qui est une immense fan de Terry Pratchett, et je pense que ce jeu-là est aussi dans son top forever de ces jeux. Par contre, je m'excuse qu'on n'aime pas les livres quand même. Mais... moi, je vais continuer avec un autre jeu, alors qui est encore un petit peu plus vieux que celui de 1990. On va partir en 1986. Ah oui. Et je vais te parler de Kremlin. T'as encore plus vieux après, hein, parce que sinon c'est pas plus vieux que moi. Non, j'ai encore plus vieux après. Donc Kremlin, c'est un jeu de Urs alors je vais essayer de bien le prononcer, Urs Hostetler, qui est un auteur suisse, qui est l'auteur du fameux Tichou, qui est assez connu, je pense, pour le coup. Et c'est un jeu d'ailleurs qui avait été dans les recos du Spiel des Jahres 1987. Alors là aussi, on va avoir beaucoup d'humour parce que ça tourne en fait en dérision le fonctionnement du Parti communiste de l'Union soviétique, quand Kremlin c'était un indice chez vous, et post-guerre froide. Et il y a plein de petites touches d'humour sur ce qu'on s'imagine aussi peut-être probablement en Occident sur le fonctionnement, et puis on verra dans le nom des cartes et des personnages. Donc là encore, c'est un jeu d'influence et aussi un peu peut-être moins de négociation, mais on va retrouver un petit peu ce qu'on retrouvait dans Respublica Romana. Donc il y a dans le jeu, on va avoir des cartes de personnalités qui seront placées d'abord dans le Politburo, puis dans le Parti communiste et ensuite dans le peuple, avec des noms improbables, genre, tu vois, Edouard Born to Death, Natacha Nogoudnik, enfin, c'est que des noms comme ça, avec plein de petits jeux de mots. Et visuellement, les cartes sont... Moi, j'adore les cartes. Igor Doberman. Ouais, voilà, ça nous a beaucoup fait rire pendant les parties. Et donc, elles sont disposées. Il y en a un qui est toujours le même, qui est le chef du parti au moment où démarre la partie. Et ensuite, tu vas attribuer des points d'influence secrètement
sur 10 de ces personnes. Ok. Donc tu peux les mettre directement dans le Politburo ou juste dans le Parti communiste ou comme tu veux. Et donc il y en a un à qui tu pourras attribuer 10 points, un 9 points, un 8 points, Ouais, etc., etc. L'Eurovision, quoi. Voilà, exactement. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une des manières de gagner, c'est d'avoir, toi, réussi à contrôler 3 fois la personne qui va, à la fin d'une manche, qui est donc le chef du parti, et qui fait coucou au balcon du Kremlin. Ou alors, si personne n'y arrive à la fin de la partie, c'est parce qu'il y a eu trop de morts, parce qu'on va voir que le temps passe et les dirigeants décèdent, tu contrôles, c'est toi qui as le plus d'influence posée sur celui qui est le chef du parti au moment où la partie se termine. Et en fait, donc, ça va fonctionner comme ça. Les membres du parti ont bien sûr aussi des ministères. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les tours vont s'enchaîner avec, là encore, des procès qui vont pouvoir être intentés contre certaines personnes. Mais ton influence, elle n'est pas tu la révèles quand tu veux en cours de partie. C'est-à-dire que... Et tu peux ne pas révéler tous tes points d'influence d'un coup. Donc, par exemple, toi, tu peux dire dès le début, moi, j'ai 7 d'influence sur le chef du parti. Et moi, si ça m'intéresse d'avoir, en fait, à ce moment-là, l'influence et donc d'être celui qui décide pour ce personnage-là quand interviennent des votes, je vais peut-être me déclarer que j'en ai 8, etc., etc. Et après, avec le temps qui passe, il y a la possibilité que les personnages vieillissent. Ils peuvent être envoyés, en gros, en Sibérie. Ils peuvent être envoyés au sanatorium s'ils sont malades. Oh, merde. Ils peuvent guérir en faisant des cures. On a rigolé, on a eu la cure à la gelée royale qui te fait limite gagner des années. Tu rajeunis. Etc. Et alors à la fin, plus tu vieillis, plus tu as de chances de mourir, tu as une sorte de table de mortalité. Et au moment où un tour se termine, donc autant vous dire qu'on fait des crasses, on révèle nos influences, mais pas tout le temps. Par moment, on a intérêt à reprendre la main parce que quand il faut voter, alors je sais plus, il y a des procès et les investigations. Thème de négociation, non, avec la table. Exactement. Quand il y a des moments où il faut voter, tu peux avoir pour ça. Il y en a où tu votes, où il y en a où tu votes pas. Mais quand il faut voter pour les investigations, je crois que c'est pour les investigations, tu as intérêt à avoir l'influence sur ceux qui votent. Et du coup, c'est là que tu as intérêt à déclarer ton influence. Et tout à la fin, quand le tour se termine, on regarde si le chef du parti de ce tour-là, qui est à ce tour-là, peut aller faire. Il doit faire un jet parce que potentiellement, il peut toujours se casser la gueule avant de monter sur le balcon. Et donc, alors là, le meilleur étant quand il meurt à ce moment-là, parce que plus personne ne peut faire le coucou, donc personne ne va pouvoir prendre une main, un petit salut à la tribune. Et Pénélope rigole parce que je fais le petit salut en même temps. Oui, c'est ça, à chaque fois elle fait le petit salut. J'ai trouvé ça, moi je kiffais cette histoire de petits signes. Je te vois bien, tiens. Faire. Voilà, exactement. Et franchement, c'est un jeu qui est super drôle. Parce que là encore, tu te réappropries. Alors peut-être pour les plus jeunes joueurs et joueuses, ça vous fera pas tilt. Mais moi, j'ai vu la chute du mur de Berlin. J'ai vu le passage c'était encore la guerre froide, même si c'était déjà la perestroïka, à une autre Russie, enfin Bien complètement sûr. quelque chose de différent. Donc c'est quand même des choses qui nous ont marqués enfants, Évidemment. en fait. On en a quand même des souvenirs, même si on s'intéressait pas à la géopolitique à l'époque, quoique peut-être. On a des souvenirs de ça. C'est des choses qui nous parlent encore dans notre imaginaire. Et forcément, c'est ça, ce petit côté aussi. Alors là, c'est pas historique, enfin pas tant que ça. C'est une vision très fantasmée du fonctionnement du Parti communiste, de ce qu'on imaginait. Oui. Très fantaisie un peu. Hein. Voilà, il y a un petit, un peu aussi transgressif. Et moi, je trouve que c'est assez fin le fait de pouvoir révéler les points d'influence n'importe quand et de révéler ce qu'on veut. Il y a aussi beaucoup d'humour dans les cartes. Tu vas aussi tirer, tu peux aussi jouer des événements. Par exemple, s'il y en a un qui veut lancer un procès contre toi, tu peux le faire chanter. Si tu as une carte chantage, moi, ce qui m'a sauvé la mise à une partie. Mais je rêve où j'ai vu des photos de tes parties sur les réseaux sociaux. Vous étiez tous sapés sur les thèmes. Ouais. Oui, voilà, on s'était costumés dans les thèmes donc de Respublika Romana, de Kremlin et de jeux dont je parlerai après. Et là, c'était absolument génial parce qu'en plus, on a mis forcément l'hymne soviétique à fond la caisse en début de partie. Voilà, on était à fond. Donc ça rajoutait le petit côté très roleplay parce qu'en fait, c'est encore un jeu où tu as du roleplay et où tu vas avoir de la négociation parce que tu vas avoir intérêt à celui qui va lancer par exemple les purges. Je crois que c'est le directeur celui qui contrôle le KGB. Donc ça, c'est un poste ultra stratégique. Autant dire aussi, c'est la personne à abattre, clairement. Donc il y a aussi des alliances qui semblent moins fortement que dans les deux autres jeux. Il y a encore beaucoup de discussions qui peuvent surgir. C'est beaucoup plus ramassé en termes de temps de jeu. C'est on va dire 2h30, 3h. Oui, ça a l'air. Mais alors moi, vraiment, c'est un jeu auquel j'ai pris et
c'est peut-être plus conforme à nos pratiques du jeu actuel, je trouve. Oui. Mais moi, je trouvais que j'ai pris un plaisir immense avec ce jeu, et d'autant plus que la dernière partie, c'est moi qui étais chef du Parti communiste. Et j'ai trouvé que ça m'allait très bien. La petite toque que j'avais. Oui, j'allais dire, ça correspondait parfaitement à la blondeur de tes cheveux. Ça, exactement. Ça ne jurait pas. Non, j'étais tout à fait mais crédible. Finalement, est-ce que tu n'as pas... Et puis bon, ça permet de se détendre avec ce contexte actuel. Totalement. Rire un petit peu. D'en rire un petit peu, oui. Alors, au moment où on avait fait les parties filmées, on ne savait pas... On n'avait pas encore tous les derniers événements, mais c'est vrai que ça te permet aussi un peu d'avoir de la distance par l'humour, quoi. Ah bah, c'est l'intérêt de... C'est les gens qui pensent qu'il y a des thèmes qu'il ne faut pas traiter. Pour moi, c'est aussi le recul nécessaire. C'est génial, le jeu de société, pour ça, d'incarner tout ce qu'on ne voudrait pas être dans le jeu de rôle, dans le jeu de société, et de faire tout ce qu'on ne ferait sans doute jamais. Ça fait partie du plaisir, ouais, bien sûr. Moi, j'adore jouer les méchants. Tu continues avec quel jeu, toi ? Donc oui, moi je prends la suite avec je remonte un peu le temps, on est en 2006 et là on est sur un de mes jeux de cœur, mais genre j'en ai fait beaucoup de parties, il est dans mon top depuis très longtemps et il en bouge pas. C'est, je pense, le jeu favori ou deuxième jeu favori de Marjorie, donc c'est un jeu auquel on a beaucoup joué. C'est le jeu que je faisais découvrir systématiquement en premier dès qu'il y avait des gens qui venaient jouer à la maison. T'as pas joué à Shogun ? Je vais te faire jouer à Shogun, parce qu'effectivement il s'agit de Shogun, qui est un jeu de Dirk Henn, qui était aussi l'auteur de Alhambra. Alors les gens connaissent mieux Alhambra en général, qui est resté un super classique et qui est encore édité. Alors Shogun n'était plus édité, mais il a eu sa réédition par Queen Games qui devrait pas tarder. Il me semble qu'il a eu un... Il y avait eu Immortals. Ouais, alors non. Alors Immortal, c'était une réimplémentation que je n'ai même pas jouée. Il paraît que c'était très bien, mais vraiment visuellement, ça me parlait pas du tout. Thématiquement, ça partait dans toutes les directions. Mais là, on est sur un reprint à l'identique de Shogun. D'accord. Shogun réédité par Queen Games. Mais par contre, ça fait partie de ces financements participatifs où il y a une partie des jeux qui sont illustrés en IA, une partie qui l'est pas. Donc celui-là, j'ai l'impression... Ouais, non, c'est chiant. Celui-là, j'ai l'impression que c'est pas le cas, mais du coup, j'en ai même pas parlé, j'ai pas insisté dessus. Voilà, c'est très con parce que la couverture de la version d'origine est encore tout à fait potable. Michael Menzel. Et elle est de Michael Menzel, ouais, tout à fait. Michael Menzel qui a fait un nombre... C'est comme Donny Slaughausen, c'est les illustrateurs allemands, ils ont quasiment tout fait. C'est leur Vincent Dutray, sauf que c'est des styles particuliers, on va dire. Michael Menzel n'est pas très talentueux pour les visages. Non. Et les expressions. En général, ces personnages sont un peu figés. Je trouvais que ça c'était un peu meilleur, mais souvent, surtout ces personnages féminins, sont assez un peu stéréotypés, je trouve. Mais c'est les garçons aussi. Enfin, je veux dire, tous ces personnages sont très figés, très statiques. Manque complètement d'émotion. Il y a un côté presque enfantin même. Par contre, on aime bien ce qu'il fait en matière de paysage et je pense à l'âge de pierre, c'est lui aussi, hein, et c'est hyper beau, c'est hyper... Enfin, c'est très à la fois naïf et évocateur il y a quelque chose de très apaisant dans les dessins de Michael Menzel. C'est aussi l'illustrateur de Andor, si je dis pas de bêtises. Et l'auteur. Ouais. Et l'auteur de Andor. D'ailleurs, les dessins de Andor, les personnages de Andor, les héros de Andor sont particulièrement génériques. Enfin, on est sur quelque chose, c'est plus flat, tu meurs. Voilà. Donc voilà, jeu de Dirk Henn est illustré par Michael Menzel. On est sur cette période qu'on appelle la période Sengoku, du nom d'ailleurs d'un jeu qui est sorti récemment. C'est marrant comment dans l'histoire, le jeu de société va chercher souvent dans l'histoire des périodes très typées. Cette période-là a été énormément traitée, tout comme a été énormément traitée la période de l'anarchie en Angleterre. Donc ça se passe au Japon durant la période Sengoku et c'est entre le milieu 15e siècle, fin 16e siècle. Et en fait, c'est une période où le Japon est morcelé et il y a des combats dans toutes les directions avec des on va dire j'ai pas le mot, mais des factions différentes qui se tirent dans les pattes pour être le meilleur. Et ce jeu va se jouer sur 2 années complètes durant lesquelles on va avoir différentes phases et le jeu se caractérise par un système de programmation d'actions puis déroulement de toutes les actions. Et après, on va résoudre événements, etc. avec un scoring de fin d'année. Et on va faire 2 scorings et la partie va se terminer. Et en fait, quand on aborde Shogun pour la première fois, on le regarde et on se dit, bon, bah, c'est un jeu de contrôle de territoire. Voilà. Alors,
Oui, mais pas que. mais pas que. Parce qu'en fait, vous allez beaucoup détruire, abandonner des terrains pour en prendre d'autres. Ça va beaucoup plus être savoir exploiter un territoire pour pouvoir mieux l'abandonner et mieux partir sur autre chose. Il faut savoir ne pas complètement être opportuniste aussi, c'est-à-dire laisser quelqu'un bien renforcer un territoire et aller lui piquer au bon moment. Ça va bouger sans arrêt. C'est d'ailleurs un des trucs dans Shogun qui fait qu'au début, on est un peu décondensé à la première partie, mais non, ça va bouger sans arrêt. Et vous allez scorer un certain type de territoire dans la fin de la première année, et à la fin de la deuxième année, vous scorez autre chose. Qu'est-ce qui fait que ce jeu est excellent ? Son système central qui repose sur de la programmation d'action. En fait, la mise en place de départ du jeu, c'est vous allez avoir des cartes de territoire avec le nom des provinces. En fait, il y a plein de provinces et on va drafter ces cartes. On va en piocher 2, on va en choisir une et puis on va faire ça jusqu'à ce que tout le monde ait un certain nombre de provinces où il va placer un certain nombre de ses armées. C'est prédéfini, 4, 3, 2, voilà. Et ces provinces, elles sont placées de façon à travers tout le Japon et vous allez essayer d'être stratégiquement placé, c'est-à-dire pas trop éclaté, parce que c'est jamais facile d'être trop éclaté, mais pas non plus forcément en un seul bloc. C'est pas forcément le plus gros des intérêts. Et chaque province va avec une production de riz, une production de fortune et des emplacements de construction. Et à votre tour, enfin, il n'y a pas de tour, puisque ensuite, quand on va jouer, on va avoir une grande phase de programmation d'action. Et ces programmations, c'est que toutes les cartes que vous avez qui représentent ces provinces sur lesquelles vous avez placé vos armées, vous les avez en main. Et ben vous allez les placer face cachée sur votre plateau personnel qui représente, lui, toutes les actions disponibles du jeu. C'est-à-dire, j'ai devant moi toutes les actions dispo. Il y a récolter de l'argent, récolter du riz, placer des armées, en 5, 4, 3, 2, une armée, construire des villages, des temples et des théâtres, ou enclencher des combats. Toutes ces actions, elles sont dispo sur votre plateau, elles ont la forme d'une carte, et donc vous allez prendre vos cartes de lieu, et vous allez assigner chacune de ces actions à un lieu. Et en fait, vous allez les poser face cachée, donc personne ne voit où est-ce que vous allez faire quoi. Et le jeu, là où il est génial, c'est qu'ensuite, on a toutes les actions vont être déroulées, mais pas dans le même ordre. C'est-à-dire qu'on a une petite pioche de cartes actions qui va désigner, et ben on va commencer par faire toutes les actions de récolte de riz, okay. Par exemple. Ça va être mélangé. Donc là, tout le monde va retourner la carte. Donc le séquencement n'est jamais le même. Jamais le même. Jamais. Et donc là, on espère qu'il soit dans le bon ordre. Oui. Parce que tu vas vite comprendre. Si tu as eu posé des armées avant d'enclencher un combat, tu es content. Si tu as eu enclenché un combat, puis tu rajoutes des armées derrière, tu es moins content. Parce que tu avais peut-être compté sur ces armées pour pouvoir mener ton combat. Donc, on va avoir ce truc de récolte de riz. Tout le monde va retourner sa carte. Et en fait, ça représente la province dans laquelle tu récoltes du riz. Donc, tu vas récupérer le riz que rapporte cette province. Bien sûr, évidemment, que les provinces qui rapportent beaucoup de riz sont celles qui rapportent pas beaucoup d'argent, sont celles qui n'ont pas forcément... Enfin, en fait, toutes les provinces vont avoir des intérêts. Parfois, il y a des provinces clés qui sont mieux protégées que d'autres, mais elles rapportent pas grand-chose. Donc, on va pas forcément avoir on va avoir intérêt à bouger. Pourquoi ? Parce que quand on récolte du riz, on déclenche de la révolte. Les habitants qui sont là, ils aiment pas trop ça. Donc, il va y avoir des révoltes de paysans au fur et à mesure qu'on récolte, qu'on ponctionne trop au même endroit. Alors ça, je ne vais pas expliquer tout comment ça fonctionne, mais on ne va pas là-dedans. Et donc, on va faire comme ça, on va dérouler les actions, de récolter du riz, récolter de l'argent, et on va retourner nos cartes. Et par exemple, quand tu as déclenché un combat, là, tout le monde va retourner sa carte de combat. Et là, ça serait un peu fonction de comment ça s'est passé, parce qu'il y a une carte qu'on a placée pour faire l'enchère au premier joueur, et en fonction de tes premiers joueurs, deuxième ou troisième, qui va enclencher son combat en premier. Voilà. Donc ça compte énormément. Donc, il y a toute une question d'une gestion du timing, une gestion de tes ressources. Et tes cartes, tu auras parfois moins de provinces que d'actions disponibles. Donc, tu vas devoir te dire, bon, là, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ? Des fois, tu seras à poil. Hein. Tu vas te dire, bon, je suis nul, je suis à poil, j'ai 3 provinces, voilà. Des fois, c'est le contraire. Tu vas avoir une action qui te permet de renforcer tes armées, donc de rajouter des troupes. Des troupes, mais ça va te coûter de l'argent, donc il faudra que tu aies récolté de l'argent avant. Donc, si ta récolte d'argent, elle est arrivée après, tu l'as dans l'os. Donc, il y a beaucoup de... j'espère que ça va bien se passer pour moi, parce que tu mises sur des déroulements. Et ensuite, le deuxième truc, donc ça, c'est vraiment la partie que je trouve géniale, c'est épuré de fou, en fait. C'est hyper organique comme façon de jouer, de assigner
un lieu à ton action et dire ça, à ce tour-là, ça sera ici, ça, à ce tour-là, c'est 7. Bien sûr, quand un combat est enclenché dans une zone, c'est 7 zones qui doivent partir se battre. Et il y a un petit côté, mais il y a un tout petit côté, je pense à Colt Express, mais qui serait pas hasardeux. C'est un Colt Express maîtrisé, c'est-à-dire que là, on est dans une partie où on voit le film se dérouler, mais on a encore des décisions à prendre et on sait qui on va attaquer, on peut se réadapter, etc. Et l'autre truc qui est génial, c'est le système de combat. Évidemment, avec la tour à cubes, où il y a une tour à cubes qui est posée au bord de la table, et quand tu engages un combat, tu prends autant de cubes que tu le souhaites de la zone que tu as décrite, et tu les jettes dans la tour avec tous les cubes qui sont présents sur la zone, y compris les paysans qui prennent parti pour, en général, ceux qui défendent sur place. Et là, le résultat va être donné par le hasard de la tour. Ça crée énormément d'émotions autour de la table. C'est, en général, ultra punitif, c'est tu dégages, t'as plus rien, donne-moi ta région. La région, si elle avait des beaux théâtres, des beaux temples, etc., elle va me faire plein de points, puis moi je m'installe, et toi, t'as plus rien. C'est zob. Et t'as des vrais retournements de situation, des vrais moments. En fait, ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il est cinématographique, il est épique. Il y a ces trucs de... tu vas avoir un combat là, puis ça va retourner, puis non, mais derrière, moi je vais te venger, je vais aller l'attaquer là, et ça bouge sans arrêt. À chaque fin d'année, on compte les points en fonction du nombre de temples ou de villes qui sont présents, de villages, théâtres et temples qui sont présents et qu'on contrôle, ou tout simplement du nombre de zones aussi qu'on contrôle. Ça va faire des points, c'est pas des grands chiffres de points, c'est des petites zones de points, mais des fois, le jeu peut se retourner à... là, j'ai bien joué, j'ai juste pris la bonne zone pour t'attaquer. Je savais que t'allais m'attaquer, j'ai prévu la contre-attaque. Et comme le timing est bon, je vais pouvoir te rentrer dedans alors que tu croyais que t'étais tranquillement chez moi. Ce jeu crée énormément d'émotions autour de la table. Il tient, 2 heures. Je mens un peu, c'est plus du 3 heures quand même, quand on est bien à fond. Je le conseille vraiment à son nombre maximal, à 5 joueurs. C'est tellement simultané qu'on ne sent pas d'attente. Il n'y a pas de time. Il n'y a pas de temps mort du tout. Pour moi, il a pas vieilli, mais du tout. C'est une merveille. Et t'avais joué à la version Wallenstein, qui est le jeu d'origine, qui date de 2002, je crois. Non, alors j'avoue que j'ai pas eu l'occasion. J'aurais pas été contre, mais c'est vraiment juste c'est l'occasion. Mais je pense qu'il est moins facile c'est moins facile d'avoir l'opportunité de jouer à Wallenstein qu'à Shogun, effectivement. Ouais. Tout à fait. C'est ce que j'étais en train de regarder. Et mais ça a l'air d'être relativement la même chose. C'est peut-être vraiment noté comme étant la réimplémentation. Donc j'imagine qu'il y a peu de modifications. Shogun a eu plus de succès. Oui. Je pense que le thème de Wallenstein était quand même super intimiste. Niche dans la niche, tu veux dire. On est dans la niche. Là, c'est le Japon médiéval, ça parle à tout le monde. Enfin, je revérifiais, mais par exemple, je pensais au film de Kurosawa, un film que j'adore qui s'appelle Ran, et c'est 16e siècle, donc ça doit être à peu près ça, où ça, ce côté, cet imaginaire que quand qu'on a souvent, qu'un moyen des visions qu'on a forcément très fantasmées du Japon, mais de ce qu'on s'imagine du Japon, et que les films de Kurosawa ont notamment contribué aussi à de vrai. Donc j'imagine qu'il y a un peu de ça, quoi. Mais j'ai très très envie tu vois là, j'ai très envie de te faire jouer à ce jeu-là. Bon, tu vois, je pense que ça, je vois pas comment. Je n'y ai jamais joué. Je suis très surprise que tu aies pas joué. Je n'y ai jamais joué. Je vois le jeu, le jeu, et je connaissais je savais que c'était, je sais en quoi ça consiste, mais je n'y ai jamais joué. L'élégance du design, elle est, c'est vraiment à tomber d'intelligence, et il y a pas mal de jeux aujourd'hui qui devraient prendre de modèle. Ouais. Ok. Alors, écoute, ça y est. Moi, j'arrive à un moment où j'étais née, pas toi. Ça y est, t'as remonté le temps. Ouais, ça y est. Alors, on va parler d'un jeu aussi. Alors, je pense que ça, c'est quand même un jeu assez mythique. C'est Runta, un jeu de 1979. Donc, ah oui. Ouais, voilà. Ah, t'es pas née. Moi, je suis née. Ah oui, toi, t'es pas née. Ah oui, non, moi, je suis pas née. Non. Okay. Voilà. Donc Runta, c'est un jeu. Alors, c'est souvent décrit quand on parle aux gens, ils te disent ça, c'est un jeu d'enfoiré. En fait, on incarne des familles de la República de los Bananas. Alors là, le côté historique, on repassera. En revanche, côté humour et vision ultra, un peu caricaturale quand même. On est bien là. Il a été réimplémenté lui aussi, Runta, dans un jeu, parce que il me semble que j'ai failli jouer à Runta. Il y a eu Runta Las Cartas.
qui est une version de 2016, mais sinon la version du Runtan, de base, je suis étonnée. À chaque fois, j'avais l'impression que j'avais joué à un jeu où on me disait ça c'est Runta, mais bon, écoute. Et en fait, dans ce jeu, là encore, on va être dans de la lutte d'influence, de la lutte de pouvoir, mais l'objectif, c'est vraiment de réussir à foutre de l'argent de côté et de le mettre sur un compte en Suisse pour être le plus riche. Ouais. Donc là, on est beaucoup plus dans certaines motivations actuelles des grands de ce monde. On est passé de l'un à l'autre. Voilà. Et alors, c'est un jeu d'enfoiré parce qu'en fait, au départ de la partie, on détermine un président qui est président à vie. On va voir que ça. Qui doit former un gouvernement. Donc là, autant dire que les rôles que tu vas attribuer ont de l'importance. Il y a ministre de l'Intérieur, il y a celui qui commande, il y a l'amiral en chef, il y a celui qui commande les forces aériennes, il y a ceux qui commandent les forces, l'infanterie. Enfin, il y a 3 brigades dans la ville en fait dans laquelle ça se passe. Et tu pioches, il y a un paquet de billets face cachée. Le président, en fait, ou la présidente pioche un certain nombre de billets, je crois que c'est 8, regarde, et ensuite doit attribuer le budget à ses ministres. Bien sûr, tout ça se faisant caché. Mais en fait, tu peux dire... Toi, tu vas dire, par exemple, j'attribue 2 à machin, 1 à machin, et 3 pour le président. On va voter. On a des cartes qui nous déterminent le nombre de votes, en fait, le poids de nos votes, en fait, pour décider. Alors, il y a tout un système. Le jeu est ultra scripté et il y a plein de points de règle ultra lourds. Enfin, un peu. Autant dire que généralement les gens ne sont pas satisfaits du budget, mais c'est qu'après, quand tu fais la distribution, mais en fait, tu peux mentir aux gens. Tu peux très bien ne leur pas avoir donné du tout ce que tu leur avais dit. Et en plus, tu ne peux pas rendre la monnaie sur les billets que tu donnes. Enfin, il n'y a pas de monnaie possible. Ensuite, une fois qu'on a fait toute cette phase-là qui est ultra tendue, à base de manipulation, etc., enfin, de vagues alliances, mais t'as passé promesses. Un bon week-end, dis donc. Un week-end à faire que ça. Et ensuite, après, on détermine dans quel lieu de la ville nous décidons de nous rendre. Et là, si tu vas à la banque, tu peux décider de mettre ton argent sur ton compte en Suisse. Sauf qu'on peut aussi, je crois que c'est celui qui est le ministre de l'Intérieur, peut choisir de faire un assassinat gratuit. Voilà. Et en plus, les autres joueurs et joueuses peuvent avoir des cartes d'assassinat. Super. Donc autant dire que si toi, t'es le président et ils suspectent que t'as mis plein d'argent dans ta poche et que tu leur as menti, ou celui à qui t'as filé beaucoup plus de pognon, c'est la personne à abattre. S'il ou elle veut aller à la banque, il y a beaucoup de chances que c'est la personne qui va se faire assassiner. Tu peux aussi voler les autres. En fait, il y a plein de sales coups que tu peux te faire. Et puis, en plus, si tu tues quelqu'un, tu lui piques son pognon. Donc ça, c'est toujours un très bon plan. Et après, alors il y a des conditions. On peut décider de faire un coup d'État pour virer le président. Et là, on passe à une partie qui ressemble plus à une forme de mini-jeu, mini-wargame dans le jeu, qui est un jeu de pur négo, de bluff, de manipulation, de mensonges, de coups fourrés. En 6 tours, on va faire le coup d'État avec des déplacements de troupes. Et là, tout le monde peut décider de devenir, putschiste. Donc tu vas avoir des alliances qui vont se décider et se dessiner en fait d'un coup. Et on va vraiment se battre sur la carte de la ville en faisant avancer les troupes. Et bien sûr, tous les combats se résolvent au dé. Donc, quand il faut faire impérativement 6 pour tuer et que toi, tu jettes 5 dés, 6 tours et que tu ne fais que des 1, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais j'étais amiral en chef. J'ai dû lancer 6 tours, 5 dés. Donc, 30 dés, je n'ai jamais fait de putain de 6. Quoi. Ce qui est vraiment ça. C'est pas souvent. J'ai dit, je ne veux plus être amiral en chef. C'est fini. Je pense que vraiment la marine ne me convient pas. Et après, selon le camp qui a gagné, on peut. Et je crois je sais plus si on l'exécute ou on l'exile. Mais tu recommences avec le cousin de celui que tu incarnais précédemment. Et voilà. Alors, ça, pour le coup, ça a énormément de défauts. Parce que c'est beaucoup de petits points quand même. Là encore, c'est très scripté en termes de déroulé de jeu. C'est ultra violent, beaucoup plus violent que les 2 autres, mais vraiment violent. Enfin, il y a des moments quand toi t'as péniblement réussi à amasser 3 pauvres dollars et qu'on te tue à la banque, le seul tour où tu pouvais y aller, en fait là t'as vraiment un sentiment de haine. Ce qui est fou, c'est que je crois que dans la règle du jeu, il y a un truc qui dit que tu peux tricher en fait dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, si les autres regardent pas, tu peux refoutre de l'argent à la banque si personne l'a vu. Rien ne t'en empêche. Tu peux... je crois qu'il y a une phrase comme ça, j'ai pas été vérifiée, mais il y a un truc qui dit carrément, vraiment, tous les coups sont permis. Ah, c'est du propre.
Alors, c'est très décalé en termes d'humour. Voilà, c'est une vision aussi du monde, je pense, qui est un peu datée. Enfin, c'est à la fois marrant et en même temps, je pense qu'effectivement, jamais plus on ferait un truc comme ça aujourd'hui parce que, pas en termes du jeu, mais enfin, tout l'imaginaire que ça véhicule. Là encore, c'est quand même une expérience à faire. Moi, je suis hyper. C'est des époques de 6 heures de partie. C'est des époques de grande liberté sur les thèmes, comme je dis, c'est des laboratoires du n'importe quoi. Et ça touchait des petites cibles. Il n'y avait pas trop d'enjeux, je pense non plus. Et moi, je suis hyper heureuse d'y avoir joué. C'est celui que j'ai le moins aimé des 3. Okay. Parce que je trouve qu'il est vraiment, pour moi, c'est un poil trop violent, en fait, humainement. C'était le dernier que vous aviez joué, t'étais peut-être à bout. Ouais, c'est ça. Mais on en avait déjà fait une autre partie parce qu'on s'était entraîné avant de. Ah bah bien sûr. Mais je suis hyper heureuse d'y avoir joué en fait parce que c'est pareil. Ça fait partie des classiques. Ça fait partie des classiques. C'est une bonne expérience. Les auteurs, je l'ai pas dit, c'est Eric Goldberg, Ben Grossman, Steve Marsh et Steven Marsh. Et Steve Marsh 1, Steve Marsh 2. Ouais, c'est bizarre ça. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Vincent Tsao et Nicolas Vitis. C'est un jeu, je crois, qui était sorti chez AEG, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais c'était vraiment... Pour moi, ça a été une expérience. Et c'était drôle d'avoir joué aux 3 jeux dans un moment de temps assez... parce que ça te montre un peu plein de 3 itérations de ce que ça peut être des jeux qui parlent de la représentation du pouvoir et de l'exercice du pouvoir et des rouages politiques. Ouais, bien sûr. Qui sont aussi vieux, donc qui montrent aussi la vision qu'on avait. Et ce serait drôle qu'il y ait des jeux aussi comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus... le monde a changé. On fait beaucoup moins ça. Voilà. Ou alors, t'avais le dilemme du roi qui représentait un peu ça. Oui. Même si c'était un jeu qui était plus axé narration. Oui. Alors, expérience collective et narration. Mais où il y avait quand même ce système de manipulation d'alliance. Mais c'était tellement plus... C'est très cadré. C'était tellement plus designé. Là, c'était tellement libre. Il y a une grosse liberté sur ce que tu peux faire comme dans la partie discussion, en fait. Oui, c'est ça. Le jeu est très scripté, mais tout le cœur du jeu, c'est la discussion. Et la discussion, elle est totalement libre. Ouais, parce que j'allais dire, dans le dilemme du roi, ça reste des curseurs à monter dans un sens ou dans un autre. Et tu vois un petit peu... c'est pareil, c'est quand tu commences à comprendre qui est qui. Là, tu peux pas comprendre. Ouais. Tu peux pas savoir. Runta, je mets vraiment au défi de savoir qui va l'emporter à la fin. Ah ouais. Au moment où on révèle l'argent final... je mets au défi d'être sûr et certain, à moins vraiment si t'as qu'un billet, là. Mais quand les billets sont à peu près équivalents, c'est ultra dur de savoir qui s'en est vraiment bien tiré dans la partie, quoi. Non, mais c'est des jeux qui parodient, qui s'attirent en fait beaucoup aussi. Que ce soit Kremlin ou Grunta, on voit que c'est des satires. Ça parodie, ça rit d'une situation. Aujourd'hui, quand un jeu est politique, il est soit très sérieux, très politique, soit il l'est pas en fait. Il y a plus de jeux à thème où là aujourd'hui t'imagines un jeu qui sortirait où tu peux jouer une parodie de Poutine qui combat une parodie de je ne sais qui. Enfin, c'est très très compliqué. Je sais pas si ça marcherait encore sur des jeux qui seraient assez sérieux, avec un vrai gameplay, avec, tu vois, qui soit pas juste un party game humoristique de bar à jeu. Il y a beaucoup encore de choses à explorer, et c'est vrai que c'est quand même, et là on voit en plus c'est des jeux ambitieux aussi en investissement. Et comme la discussion peut prendre beaucoup de temps, c'est vrai que sur la durée de jeu t'as pas de contrôle parce que tu peux pas dire qu'on va timer le temps. Mais ça joue sur des archétypes et des stéréotypes qui sont assez rigolos quand tu regardes la couverture de Runta. Oui, là, voilà. Alors j'en profite pour remercier Jean-Michel Grosjeu, grâce à qui en fait j'ai pu jouer à ça, et puis à toute la team avec laquelle je leur fais un immense coucou, avec qui j'ai fait ça, parce qu'on a passé quand même du coup 3 jours enfin. Ouais, 2 ans, moi j'ai l'impression. Ouais. Enfin, on a passé un week-end complet, toutes les fois on s'était vus en plus, on a passé, donc on aurait pu avoir envie de s'entretuer après. Ouais. Mais voilà, c'est une super expérience, clairement. Ouais, ça a l'air. Ça m'a presque donné envie de faire des jeux de négociation, alors que c'est vraiment tout ce que je déteste. Oui. Moi, je me sens très persécutée dans ces jeux-là. Je suis là, genre, mais non. Mais moi aussi. Moi, je suis gentille, moi, je sais pas faire. Non, mais moi, en tant que présidente, j'étais nulle parce que moi, j'étais ultra honnête. Je leur donnais l'argent et je gardais pas pour moi. Je me donnais à moi le moins. Et ils m'ont dit, mais non, mais ne sois pas sympa. Mais voilà. Je leur dis, mais moi, je veux être une présidente équitable. Mais c'était pas c'est mort. C'était pas ça. Alors, toi, ton dernier jeu. Mon dernier jeu, je vais un petit peu. Je joue la facilité parce que je pense que là, quand même, les auditeurs doivent le connaître en grande partie. Mais il fallait bien qu'un jour on en parle. On est dans le 10 but Goldie. Si on parle pas des meilleurs jeux, et en l'occurrence pour moi, ce qui reste le meilleur jeu d'enquête de tous les temps, c'est Sherlock Holmes, détective, consultant,
Les meurtres de la Tamise et autres affaires, la première boîte de 1981. Oui. Là, j'étais née. Ouais, voilà, ça y est. Là, j'étais née, le jeu, il est aussi vieux que moi, tu te rends compte ? Et ça, c'est fou quand tu sais ça, parce que Sherlock Holmes, c'est un des premiers jeux d'enquête que je me suis acheté. Merci au vendeur de la boutique qui a su voir en moi quelqu'un qui avait les capacités de vraiment jouer et pas juste de bonjour, je voudrais jouer au Uno ou au Skijo. Voilà, non, il a eu confiance, il m'a mis Sherlock Holmes dans les mains. Et alors, Sherlock Holmes, c'est un jeu. Je vais citer le nom des designers. C'est Raymond Edwards, Suzanne Goldberg et Gary Grady. Mais en fait, la première boîte a été rééditée de nombreuses fois et les suites sont d'autres auteurs. En fait, après, les autres boîtes, et il y en a eu toute une série. La boîte rouge avec les meurtres de Jack l'Éventreur que j'ai faite, qui est vraiment assez chouette, très particulière, mais assez chouette. Les Baker Street. Il y a les irréguliers. Enfin, non, c'est les. Il y a une boîte. Ça, c'est la boîte qui est devenue la boîte marron. Il y a la boîte verte et la boîte bleue. Il y en a une. Ouais. Je crois que la boîte verte, ça reprend des enquêtes qui étaient sorties en fascicule. Il y avait eu parce qu'il y avait eu un concours fait par Istari. Moi, je les ai en fascicule et il y avait Queen's Park et Carlton House. Ouais. Et Queen's Park, je crois que c'était une sorte en plusieurs enquêtes en fait qui se suivaient aussi un petit peu. Il y avait un truc comme ça. Et je sais plus. Je crois que les autres, il y a Baker Street, mais je ne sais plus pas les Francs-Tireurs ou non. Je n'ai pas retrouvé le titre. Je crois que c'est les Francs-Tireurs. Avec une série télé. Non, mais je crois que c'est les Francs-Tireurs de Baker Street. Qui est la boîte qui doit être la dernière. La boîte verte pour moi. Ouais, parce qu'en fait, le jeu avait été édité par Istari et après, c'est Space Cowboy qui a récupéré les droits, qui a gardé les droits. Eh bien, c'est un jeu d'enquête et c'est, je dirais, un jeu d'enquête et rien que d'enquête parce que des fois, aujourd'hui, je trouve que le genre jeu d'enquête, on confond un peu tout, on y fourre les jeux de l'énigme, de l'escape, un mélange de la déduction, des jeux de déduction, on les confond, des escape games, on les confond, des jeux de cartes avec comme les Unlock ou les Crime Zoom, etc. Pour moi, ne sont pas vraiment l'essence du vrai jeu d'enquête. Et pour moi, il y en a, mais il y en a deux. Alors, c'est lequel le deuxième ? Alors, qui est pour moi au même niveau, c'est Détective moderne, le jeu de Portal, le détective de Ignacy Trzewiczek. Oui, mais alors moi, j'ai été déçue par la partie informatique du jeu. Ah ouais. Ouais, parce que je trouve qu'elle sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne sert que de base de données. À ce moment-là, je préfère Chronicles of Crime, mais qui est un point and click. Ouais. C'est pas un jeu. Oui, alors c'est différent, c'est un point and click. Moi, j'ai trouvé que dans Détective, la partie informatique était quand même utile et sans être envahissante. Et tu gardais l'essence du jeu d'enquête qui est la discussion en fait. Ouais, ça c'est sûr. Mais en fait, on a beau dire. Oui, voilà, mais je suis d'accord avec toi. On peut soulever des défauts à cela, on peut soulever des. Sherlock Holmes, à part sa difficulté monstrueuse qui fait que souvent on ne battra jamais Sherlock Holmes. T'as déjà battu Sherlock Holmes dans une... Non, personne. Non. Et d'ailleurs, on ne cherche pas vraiment à gagner. Non. On cherche à comprendre et à trouver éventuellement une solution. Souvent, on perd. Mais c'est pas grave parce qu'on a une aventure narrative mais d'un level et d'une intelligence. Le système de Sherlock Holmes, je ne l'ai vu vraiment que dans Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est-à-dire que vous avez un livret qui pourrait ressembler à un livret dont vous êtes le héros, avec des cases aller à la case 1, aller à la case 2, sauf que déjà, vous avez intérêt à en faire le moins possible, c'est-à-dire le moins de mouvements possible pour avoir le meilleur score possible à la fin de la partie. Donc, vous n'allez pas aller partout toutes les 2 secondes pour aller parler à tout le monde. Mais même si vous le faisiez, là où le jeu est très très fort, c'est que le jeu est un vrai jeu d'enquête. Il va falloir très bien lire vos textes. Il va falloir aussi des fois comprendre. Alors, dans ce jeu, et ça c'est le truc génial, c'est qu'il y a un plan de Londres, il y a un annuaire de Londres, et des fois, dans le texte, vous allez avoir une description qui dit « ce bar au bord de la Tamise ». Et là, vous allez vous dire « Ah, il était dans un bar au bord de la Tamise hier soir ». Il y a des bars au bord de la Tamise. Alors là, vous allez ouvrir l'annuaire. On ne te dit pas aller à la case CE13. Il va falloir que toi, tu trouves dans quel quartier. Exactement. Donc là, vous allez prendre votre annuaire. Alors vous cherchez dans la liste des bars, parce qu'il y a une liste des bars dans l'annuaire. C'est normal, c'est un annuaire. Et là, vous allez avoir tout plein de coordonnées qui correspondent à des bars. Et donc, vous allez regarder sur votre carte. Alors, il est où ce bar-là ? Ah, le bar Les 4 Poneys Fringants, je sais pas quoi. Ah bah non, il n'est pas du tout au bord de la Tamise. Lui, il est au bord de la Tamise. Génial. Bah écoute, on va voir. Et ça correspond à un chiffre qui est dans le livret. Vous allez ouvrir le livret et vous allez regarder à ce chiffre s'il y a un paragraphe. S'il y a un paragraphe, c'est gagné. S'il n'y en a pas, vous vous êtes trompé. Mais s'il y a un paragraphe, vous le lisez et vous êtes arrivé dans ce bar et vous avez vraiment la vraie sensation d'avoir fait
une déduction intelligente, une recherche de détective qui fait que vous arrivez... Je crois qu'il n'y a pas d'autre jeu que Sherlock Holmes qui met à ce point immergé dans l'atmosphère du jeu. Ouais, en fait, moi, ce que je trouve fort, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le détective moderne, blablabla, j'arriverai jamais à me rappeler du sous-titre, mais de Portal, qui avait été localisé par Yellow, c'est parce que, contrairement à beaucoup d'autres jeux d'enquête, tu as un sentiment de liberté. Oui, c'est-à-dire qu'on ne te dit pas, il y avait bidule, truc, muché, machin, et puis c'est tout. Et puis en fait, tu passes ton temps en réalité à éliminer les suspects par et tout. Là, en fait, on t'explique l'histoire et c'est à toi de te démerder. Et en théorie, tu peux aller où tu veux dans Londres. Tu trouves pas, il y a pas de descriptif à là où tu veux aller, c'est parce qu'il y a rien d'intéressant. En fait, et t'as vraiment le sentiment de mener ton enquête et d'avoir aucune. Et tu te racontes tellement de choses autour de la table. C'est le jeu où tu vas avoir un panneau avec un feutre et tu vas te raconter des choses. Autre chose, j'allais l'oublier alors que c'est hyper important dans le jeu, il y a des journaux. Et il y a des exemplaires du journal londonien qui sont datés. En fonction de l'enquête que vous faites, vous allez avoir accès, si vous êtes en 1973, vous avez accès à tous les journaux d'avant 1973. Et là, en général, ça va être cette vraie répartition autour de la table et tu vas dire, toi, tu lis le journal et vous allez lire le journal et c'est un vrai journal, entre guillemets. Il y a pas improbable dedans, des petites annonces. Exactement. Et si à un moment, il y a quelque chose où vous vous dites, tiens, c'est marrant, dans la petite annonce-là, ils annoncent un cadavre retrouvé, une chaussure retrouvée dans la Tamise, qui a été de telle date. Tiens, il y a les coordonnées d'un commissariat, mais il n'y a pas le chiffre sur le journal. Il faut que je retrouve où il est, donc je vais prendre l'annuaire. Quel est le commissariat qui était le plus près du quartier où a été retrouvée cette chaussure? On fait comme ça et on arrive dans le bon paragraphe on va dans le livret, on va voir ce paragraphe et on fait bingo, c'était là qu'il fallait aller, la chaussure elle est reliée. Enfin, ça c'est effectivement parce que très, très très fort. À la fin, il y a des questions auxquelles il faut répondre et il y a des questions, souvent quand tu les lis, tu ne sais même pas de quoi on parle. C'est ça qui est assez extraordinaire. Très souvent même. Et surtout, c'est que à la fin des fins, quand soit t'as trouvé ou pas, mais quand t'as la conclusion de l'histoire, mais il arrive que... Parce qu'en fait, moi, c'est ça que j'aime pas dans les jeux d'enquête, c'est quand tu pars et tu sais déjà où tu vas. Bien sûr. Là, parfois, le coupable, ou ça peut être quelqu'un dont tu n'avais aucunement connaissance au tout début de la lecture, la lecture de l'introduction. Et donc, c'est pour ça que tu as vraiment le sentiment d'avoir enquêté, parce que tu as trouvé cette personne en suivant différentes pistes, en réfléchissant, en faisant des déductions, en discutant avec tes co-enquêteurs, enquêtrices. Et c'est ça qui te donne la sensation de liberté dont je parlais et que ce soit un peu plus réaliste. Ouais, j'ai eu des soirées de discussion sur ce jeu. Et c'est fou parce qu'on se met à vraiment parler comme dans une enquête. Mais c'est pas possible, il peut pas avoir été là, tu te rends compte, la distance entre les deux bars. Oui, mais si jamais, oui. Alors, en plus, il y a ce truc qui est génial, c'est que il n'y a pas, on peut aller l'interroger pour voir. Non, le texte est très sec. Vous avez peu d'infos. À chaque fois que vous allez quelque part, vous ne pouvez pas retourner interroger un personnage. C'est pas comme ça que ça se passe. On n'est pas dans un jeu vidéo. Si vous pouvez juste relire éventuellement le paragraphe que vous aviez déjà lu et vous dire qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai pas compris, à quel endroit il y a un indice infime sur une prochaine piste à suivre qui me donnerait effectivement une idée de piste ou de direction à prendre. Et parfois c'est un mégot qui a été cité ou un truc infime, c'est une banque à aller visiter parce que le mec avait des comptes je ne sais quoi, et ça pour moi ça a jamais été égalé. En matière d'ambiance, j'ai eu des parties de Sherlock Holmes, alors c'est long, où on commence à 19h en se disant on termine avant minuit et en fait à 6h du matin on est encore dessus parce qu'on veut pas caler. Moi, j'ai ma nièce, elle est folle. Il y avait un code à déchiffrer. Et on a passé 4 heures, on voulait pas caler. Et ça, c'est brillant parce que ce jeu n'a aucune application, aucune carte. Oui. C'est juste en fait, à la base, ça t'est sorti dans des classeurs. Alors, la première version du jeu c'était dans des classeurs en fait. C'était pas dans une boîte de jeu. C'est génial. Et il y a donc c'est vraiment cheap quoi. En vrai, c'est du papier, c'est de l'aventure papier. On est très proche de l'esprit de ces jeux textuels des années 80. C'est très aride. Vous n'allez pas avoir de cartes ou d'images à regarder ou de dés à acheter il y a rien. Vous avez des textes, un annuaire, un plan. Mais tout est fait pour vous donner une impression presque de simulation d'enquête.
et ils y arrivent, c'est magique. Il faut jouer absolument à Sherlock. Si vous avez jamais joué à Sherlock, vous n'avez pas encore joué au meilleur jeu d'enquête, quoi. Et moi, j'en profite parce que j'ai joué à, je le disais, c'est Space Cowboy qui ont les droits, et ils avaient sorti aussi Bureau of Investigation, qui était une version qui réutilise un peu le système avec des aménagements dans des enquêtes qui sont plus ambiance Lovecraft. Toulouse, ouais. Ouais, voilà. Et moi, j'avais eu des échos assez négatifs. Hein. Alors, peut-être je suis pourtant sur 2 personnes qui connaissent très bien les jeux d'enquête et qui connaissent bien l'univers de Lovecraft, donc a priori, qui étaient plutôt dans le... Et moi, je les ai fait il y a très récemment avec ma mère et on a surkiffé. Mais alors, moi, j'ai été hyper bluffée. Je dis pas que toutes les enquêtes m'ont pleinement satisfaite, mais j'ai trouvé qu'en termes de narration, c'était vraiment du haut niveau. En termes d'ambiance, de narration, il y avait des idées, mais vraiment géniales. Oui, là, on n'est pas complètement dans le canon de Sherlock Holmes, parce que dans le canon de Sherlock Holmes, c'est un peu toujours, ça fonctionne exactement pareil. Là, il y avait des surprises à chaque scénario, en fait. Moi, j'ai trouvé ça ouf. Enfin, j'ai adoré cette boîte, mais alors à un point, et en plus ça donnait la possibilité d'interroger ou fouiller à chaque fois qu'on allait dans un lieu. J'avais bien aimé ça, moi. Parce que j'avais trouvé ça assez intelligent en termes de qu'est-ce que tu ferais dans la vraie vie, en fait. Tu vas pas forcément aller parler, il y a un mec, tu le suspectes, t'as envie d'aller fouiller chez lui, t'as pas forcément envie de lui adresser la parole. Et moi, vraiment, ça avait été fait par Grégory Privat, et pour moi ça a été un énorme kiff, quoi. Et vraiment, et en termes de qualité d'écriture, moi j'ai été super bluffée, alors que je suis ultra difficile et toujours en train de me plaindre que la narration est toujours plate. Les narrations sont pas toujours réussies dans les jeux de société, et là immense bravo, parce que moi j'ai été complètement conquise, et ma mère, avec ma mère avec qui je fais tous les jeux d'enquête et qui connaît quand même bien Lovecraft aussi, on était à fond, quoi. Ouais, je te plus sois, parce que moi j'avais eu la boîte de Bureau of Investigation, et j'avoue que je suis pas du tout univers Lovecraft, c'est pas du tout une ambiance qui me plaît, et même si je trouve que la partie du coup enquête est un peu, c'est moins enquête, c'est pure. Moins aventure, c'est plus aventure qu'enquête, en fait. Tu vis plus comme voilà, ça restitue beaucoup. Parce que comme il y a une part de fantastique, c'est pas si simple d'être cartésien dans tes voilà. Mais j'ai adoré. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, hyper immersif, on retrouvait bien le système, et j'avais beaucoup aimé, moi, ce côté pouvoir fouiller. Ça, j'avais trouvé ça hyper malin, et cette boîte, elle est très très réussie. Si vous cherchez ce genre d'ambiance, vous allez vous régaler. Bon, on a fait notre petit tour. Exactement. On était quand même on était vraiment dans du oldies but goldies. Hein. Ouais, enfin, mon premier. 2011, ça reste. 2011, c'est 15 ans quand même. Plus. Ouais. On avait mis la barre à 10 ans, on est large. Ouais. Mais c'est normal, c'est oldies. Faut pas qu'on triche trop, quoi. Non, exactement. Bon, merci beaucoup, Pénélope. Merci, Paul Gara. Comme d'habitude, merci, c'est trop bien. Trop cool. Et puis, on refait comme ça, là, de temps en temps. Voilà, ça nous. La prochaine fois, moins à l'impro, comme ça, j'aurais. Mais c'est là qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, bien sûr. Du coup, moi, ma Sélec, je l'adore. Donc, et du coup, ta Sélec, elle est folle dingue. Donc, non, c'est très, très bien. Bon, on remercie les auditeurs et auditrices, puis on se dit à bientôt. Salut. Cette émission, enregistrée en présentiel le 20 janvier 2026, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant, son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara, et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.